Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Havé et chaque mercredi, je vous propose d'explorer une question philosophique avec un regard personnel et féministe. Dans ce 4e épisode, je vous propose d'aborder notre rapport au langage à partir d'une question qui m'a été posée par l'une d'entre vous lors du live du Club de Simone la semaine dernière. J'en profite donc pour la remercier car c'est sa question qui a rendu possible cet épisode. Voici donc la remarque qui m'a été soumise. Je travaille avec des hommes respectueux des femmes, mais j'ai pris conscience que lorsque je prends la parole à table, je ne peux jamais finir ma phrase sans être coupée. Pourquoi ? Parce que tout le monde a l'habitude que j'écoute ? Parce que c'est mon rôle de femme de prendre soin sans donner mon avis ? Point d'interrogation au pluriel. Alors ce témoignage que je maintiens anonyme pour éviter d'exacerber les difficultés dans les interactions professionnelles, ce témoignage sonne à la fois comme un constat et comme une question, c'est-à-dire comme une source d'étonnement, puisqu'il s'agit d'essayer de comprendre pourquoi cette situation est récurrente, pour ne pas dire systématique. Et si on la prend très au sérieux, c'est-à-dire si on ne reproduit pas le mépris traditionnel pour les problèmes et les points de vue féminins, c'est-à-dire en fait pour justement la parole féminine, si on prend très au sérieux cette parole et cette question, on se rend compte qu'elle nous conduit à regarder les actes de langage, à regarder les prises de parole, les interactions sociales, sous un jour plus précis et à mon sens plus proche de la réalité qu'on ne le fait habituellement lorsqu'on réfléchit abstraitement sur les modalités universelles de l'acquisition du langage et de la structure du langage en général. Car cette question en comporte une autre qui est « à quelles conditions est-on autorisé dans les faits à terminer une phrase quand on prend la parole ?» C'est-à-dire, concrètement, qui peut parler ? Et qu'est-ce que signifie pouvoir parler ? Qu'est-ce qui conditionne ce pouvoir ? Qu'est-ce qui est requis pour que nous puissions effectivement parler quand on est une femme ? D'où vient que les femmes éprouvent si souvent et dès l'enfance l'impuissance de parler comme une limite qui identifie le genre féminin. Cette impuissance de parler n'est pas celle évoquée par Bergson et à laquelle j'avais consacré un épisode dans la première saison, c'est-à-dire l'impuissance de dire avec des mots la palette complexe et mouvante de ce que nous vivons et ressentons. Là, c'était une impuissance liée à une carence du langage, une carence des mots qui sont toujours trop généraux et figés pour dire la singularité de ce que nous vivons. L'impuissance dont il est question ici, dont nous partons aujourd'hui, n'est pas celle du point de vue dominant, du point de vue universalisé, tel qu'on peut le trouver dans l'histoire de la philosophie. Il est question ici d'une impuissance non reconnue, déniée, et qui est liée à l'expérience que font les femmes d'être empêchées de parler parce qu'elles sont des femmes dans un certain nombre de contextes sociaux. À partir de la question posée, donc, j'aimerais vous embarquer dans une autre manière de voir la parole et les rapports d'autorité. Et au fond, j'aimerais vous inviter, ce qui peut vous paraître étrange, mais j'espère que ça le sera moins d'ici la fin de l'épisode, j'aimerais vous inviter à cultiver l'art de l'insolence. J'imagine déjà une foule d'objections tournoyer dans les airs. J'entends déjà, peut-être au moins dans une petite voix d'autocensure, « Simone, tu exagères. D'accord, ce n'est pas bien de couper la parole, mais ça arrive à tout le monde de se laisser emporter par son enthousiasme, par son impatience. Cela n'a rien de sexiste, c'est un manque de maîtrise de soi, regrettable, mais anodin. » Je suis tout à fait d'accord, mais je ne parle pas de toutes les interruptions de parole dans cet épisode. Et je ne pense pas que ce soit ce qui était visé par le témoignage de l'auditrice. J'irai même plus loin d'ailleurs. Il y a des situations rares et qui comptent à mes yeux parmi les meilleurs moments de l'existence, et ce sont des situations où nous nous coupons
la parole mutuellement. Ce sont ces conversations qu'on appelle à bâton rompu, où la confiance est telle qu'on s'autorise à parler à brûle-pourpoint de façon désorganisée en suivant le flot chaotique de nos pensées. L'interruption ici est partagée et elle se fait par rebonds successifs et le rebond suppose l'écoute. Pour rebondir sur une phrase, il faut l'avoir écoutée. Donc ici, l'interruption favorise l'échange, elle lui donne un rythme et elle renforce en fait la joie d'être ensemble, de penser à plusieurs, sans avoir à limiter nos idées en nous enfermant dans une position. Dans ces conversations, l'interruption n'empêche pas la parole, elle n'empêche pas l'expression, elle lui succède et elle requiert une temporalité suffisamment longue, justement. On ne peut pas faire une conversation à bâton rompu en 2 minutes. Il faut une certaine temporalité qui suppose justement ce jeu qui entremêle l'expression longue et l'interruption, le rebond rythmé. Mais la situation implicitement soulignée par la question qui est posée ici, et vous vous en doutez si vous vous reconnaissez en elle, il est question ici d'un autre type d'interruption. L'interruption systématique d'une femme qui prend la parole, celle évoquée donc par la question, est d'un autre ordre. Elle n'est ni considérée comme un manque de maîtrise de la part de celui qui coupe la parole, ni successive à une écoute. Elle opère comme une norme dans nos échanges, c'est-à-dire qu'elle régule les prises de parole et se trouve profondément incorporée dans nos mémoires. Commencer une phrase, si on est une femme et dans un certain contexte, qui n'est donc pas le contexte du cas particulier d'impolitesse et encore moins celui de la conversation à bâton rompu, commencer une phrase dans le contexte qui est visé par la question, c'est devoir le faire avec inquiétude et précipitation, puisqu'on s'attend justement à être coupé, puisqu'on a la mémoire de toutes les expériences passées dans lesquelles la parole a été interrompue et où la situation est similaire, le contexte est similaire. Ce qui, bien sûr, donc ajoute une difficulté, puisque quand on est inquiète et on se précipite pour essayer de dire une phrase parce qu'on sait qu'on va être coupé, on est d'autant moins clair et c'est d'autant plus difficile d'être pertinente. Dans cette situation, parler, c'est se lancer dans un geste, c'est commencer un geste qui, sauf rare exception, sera avorté avant d'avoir été accompli jusqu'au bout. Or, pour qu'une phrase ait un sens, elle doit être achevée. Donc c'est une double frustration. C'est la frustration de commencer un geste et de ne pas pouvoir le poursuivre, et la frustration de commencer un geste qui n'a en plus aucun sens, puisque pour en avoir, il aurait fallu qu'il soit conduit jusqu'à son terme. Aussi frustrant cela puisse être, nous avons appris que parler, c'est accomplir un certain comportement. Ce n'est pas juste mobiliser du lexique et de la syntaxe, c'est accomplir un certain comportement, jouer un certain rôle qui est codifié par les normes de notre environnement. Selon qu'on est un homme ou une femme, parler n'est pas le même acte. Pour le premier, c'est s'exprimer avec un certain ton, une certaine assurance et avec le bénéfice d'une crédibilité déjà acquise, ce qui ne va pas nécessairement sans une certaine pression. Mais il le sait parce qu'il a appris à le faire, plus ou moins bien, voyant que c'est ce qui est valorisé quand on veut être reconnu comme un homme ou identifié comme tel. Pour la seconde, c'est aspirer à prendre part à un échange interdit où l'on sait d'avance que l'on est regardé comme non crédible. Donc dans ce qu'on peut identifier ici comme le devenir homme et le devenir femme, tels qu'ils sont transmis par l'éducation, par les normes de la culture, eh bien il y a déjà une manière de prendre la parole. Il y a un savoir-parler qui est lié à cette identification genrée. Alors, vous me direz sans doute, encore évidemment une objection que je me suis adressée aussi, il y a plein de femmes bavardes. Le commérage n'est-il pas une affaire de commères, donc de femmes ? Et dans beaucoup de maisons, on entend plus souvent les femmes que les hommes. Enfin, voilà, le cliché de la femme qui ragote, qui bavarde constamment avec les autres femmes qui l'entourent. Et donc, on peut dire que si on quantifiait le temps de parole des femmes et des hommes, il n'est pas certain qu'on puisse soutenir que les hommes parlent plus que les femmes. Et franchement, ce serait pas très intéressant à calculer.
Parce que ce qui est visé par la question, ce n'est pas le temps de parole en général. Il ne s'agit pas de quantifier le temps de parole. Ce qui est visé par la question, c'est l'expérience douloureuse que font les femmes d'être coupées par les hommes en groupe. Et ça s'inscrit dans un contexte social très précis, qui est d'ailleurs mentionné rapidement dans le témoignage. Les femmes sont interrompues dans les interactions où l'on échange des avis, des opinions, des idées, des analyses, c'est-à-dire des points de vue personnels et intellectuels, puisque ce n'est pas un mot qui a... c'est pas un mot qui doit faire peur. Hein, à partir du moment où on produit une idée, on est dans le champ intellectuel. C'est d'autant plus clair si l'on s'intéresse aux situations où la parole des femmes non seulement n'est pas coupée, mais est même attendue, requise. Alors, juste quand même une remarque en passant, sur un sujet qui mériterait une foule d'épisodes, mais je vais m'en tenir à simplement une note de bas de page ici pour le moment. Lorsque je parle des hommes et des femmes, je n'entends pas essentialiser deux catégories d'humains, distingués par leur physiologie respective. Ce ne sont donc pas non plus des universaux. Il ne s'agit pas de tous les hommes, ni de toutes les femmes considérées comme espèces. Je cherche à rendre compte, au contraire, par l'analyse de la prise de parole, à rendre compte de deux genres, de deux devenir genres même, identifiables par des normes et des attentes qui représentent tacitement donc le devenir homme et le devenir femme, c'est-à-dire qui permet d'identifier la façon dont on va se comporter selon qu'on s'identifie à tel ou tel genre. Ces normes structurent l'espace social, et donc elles y distribuent des comportements différents et des rôles différents, à la fois différents et hiérarchisés, même lorsqu'on s'en écarte. Et précisément, la parole est une pratique sociale, c'est un comportement. Donc la façon dont les hommes et les femmes parlent n'est pas séparable des normes que véhicule notre culture patriarcale. Ainsi, on pourra facilement observer que, justement, la parole des femmes n'est pas toujours coupée, et que même elle n'est pas coupée lorsqu'elle s'inscrit docilement dans les prérogatives qui leur sont traditionnellement déléguées. Donc, par exemple, on attend la parole des femmes lorsqu'il est question d'organisation quotidienne, qu'elle soit familiale ou professionnelle, d'intendance, de soins en général. Donc, la parole douce, rassurante, gaie, celle qui met à l'aise, comme on le voyait dans le texte de Kant, dans l'épisode précédent. Il y a une forme de légèreté qui convient à la parole féminine, de légèreté et de domesticité, c'est-à-dire d'un souci pour le soin, pour l'organisation. Cela ne veut bien sûr pas dire que les femmes comblent toujours ces attentes, mais cela veut dire que ce sont ces attentes qui structurent la façon dont on autorise et dont on évalue la parole des femmes. Alors c'est un non-dit qui indique en fait la perspective depuis laquelle on entend, on exige même, ou bien au contraire on refuse leur parole. Ce qu'on pourrait appeler en fait un horizon intentionnel, pour reprendre le vocabulaire de la phénoménologie. Alors c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que quand on perçoit une situation, on la perçoit en fonction d'un point aveugle, qui structure tacitement notre regard, donc qui structure de façon implicite notre regard et qui met en perspective nos perceptions. Donc on ne perçoit que ce à quoi on s'attend. Donc on va écouter les femmes, mais là où on les attend, là où on attend leurs paroles. Donc ce registre de la parole féminine, qui est donc lié à la sphère du soin et de l'organisation et du soin affectif, classiquement, tel que c'est représenté dans notre tradition, ce registre de la parole féminine est distinct du registre tacitement considéré comme masculin. Le registre des sujets plus spéculatifs, par exemple les sujets économiques, politiques, philosophiques. C'est-à-dire les sujets sur lesquels il est question d'avoir un avis personnel, de proposer une analyse intellectuelle, c'est-à-dire de se risquer d'une certaine façon à avoir raison. Sur ce type de sujet, dans une situation sociale ordinaire, lorsqu'une femme veut prendre la parole, elle s'attend, conformément à ce que l'expérience lui a enseigné, soit à se faire couper, soit à se faire corriger, soit les deux simultanément. Et elle s'expose en plus
apparaître prétentieuse, puisque ce n'est pas son rôle d'avoir des idées justes sur ces sujets-là. Elle devrait s'effacer. Ou bien elle s'expose à paraître agressive, puisque si elle a terminé sa phrase, c'est qu'elle a usé d'un aplomb qui ne convient pas à son rôle. De sorte qu'on peut être un homme introverti, mais avoir une parole non seulement audible, mais espérée, valorisée et même admirée. Il n'est pas besoin de parler beaucoup pour parler bien quand on est un homme, car on sera entendu, et on sera entendu parce qu'on est attendu. Dans la société de type patriarcal, l'attente à l'égard du genre masculin est justement celle d'une parole qui sait, d'une parole qui est dite sur le ton rassurant de l'expert qui ne doute pas de lui, quelle que soit la complexité réelle du sujet dont il parle. Dans ce type de société, les normes qui régulent la parole se voient très bien dans les attentes à l'égard de la parole maternelle, qui doit sécuriser, effectivement, soigner, et de la parole paternelle, qui doit évaluer, juger, savoir. On l'observe aussi lorsqu'on délègue les femmes aux sujets pédagogiques et domestiques, jusqu'à un certain degré, puisque au plus haut degré, c'est le degré de l'expert, et donc il est accaparé par la parole masculine. Cette répartition de la parole correspond bien à la hiérarchisation des rôles genrés mise en évidence par la penseuse américaine Carol Gilligan dans son livre « Une voix différente pour une éthique du care ». À l'issue de ses travaux de psychologie morale, elle montre, donc une enquête de terrain, elle montre comment les femmes sont éduquées de sorte à valoriser dans leur choix, dans leur prise de décision, à valoriser le soin des relations, même lorsqu'elles n'y parviennent pas, même lorsqu'elles s'y refusent. Il n'empêche que ça constitue leur échelle de valeur dominante, de privilégier les relations, alors que les hommes sont éduqués en vue de valoriser l'indépendance et les règles qui garantissent justement l'indépendance de tous les agents. Alors je vais vite, mais je lui consacre justement le bonus de cet épisode disponible en ligne pour les abonnés du Club de Simone. Donc Club de Simone que vous pouvez rejoindre si vous n'en faites pas déjà partie. Donc le bonus de cet épisode est un article dans lequel je présente de manière très synthétique cet ouvrage et des extraits de Carol Gilligan. Mais ce qu'on voit ici, c'est que la parole des femmes est attendue dans la sphère de pouvoir qu'on leur concède, voire même qu'on leur délègue. C'est-à-dire, elle est attendue comme une parole au service d'une autre parole qu'elle doit soigner, qu'elle doit mettre à l'aise, valoriser, faciliter. Ce n'est pas une parole donc qu'on écoute, mais une parole qui doit accroître l'impact de la parole dominante. Simone de Beauvoir montrait dans le deuxième sexe que la femme rabat son autorité sur la seule sphère qui lui est autorisée, la sphère domestique. Ce qui ne va pas sans exacerber sa frustration. Les mots utilisés par Simone de Beauvoir, d'ailleurs, pour dépeindre la maîtresse de maison ne sont pas très flatteurs, mais ce que son analyse apporte va dans le sens de ce que j'essaye de vous proposer ici. C'est que la parole des femmes s'inscrit dans une sphère de pouvoir limitée, qui n'est d'ailleurs pas donc la sphère de pouvoir à laquelle les femmes aimeraient pouvoir prétendre, puisqu'elles aimeraient pouvoir agir et parler librement sur tous les sujets sur lesquels les hommes, eux aussi, peuvent parler et agir librement. Donc la parole des femmes s'inscrit dans une sphère qui est limitée et qui évoque surtout pour elles en fait une contrainte et une impuissance. Comme tout comportement social, le type de parole qu'on nous laisse prendre varie en fonction du genre et du contexte. Et donc je dis bien le type de parole qu'on nous laisse prendre, c'est-à-dire le type de parole qu'on nous concède, varie en fonction du genre et du contexte. Donc les paroles sont régulées par la façon dont fonctionne l'autorité. Alors, en quoi interrompre ou malmener la parole d'une femme qui partage son idée est un comportement qui reproduit des rapports de pouvoir transmis par la tradition? En quoi faire autorité, c'est réprimer une parole quelque part pour l'exiger ailleurs?
Ici, bien sûr, le prisme de la parole féminine, de la parole empêchée, nous ouvre vers toutes les autres formes de parole empêchée. Par exemple, dans le schéma traditionnel, pour rester dans ce schéma-là, celui qui est plus âgé en sait plus, et donc je conjugue au masculin de manière assez délibérée. Dans le schéma traditionnel, celui qui est plus âgé en sait plus que le plus jeune. Mais c'est le plus jeune qui doit faire parler l'aîné, donc doit valoriser la sagesse de l'aîné. Dans le schéma traditionnel, les subalternes risquent leur place si elles ou ils osent exprimer une idée possiblement plus intelligente que celle de leur chef. Idem pour les élèves face aux professeurs. Le minoritaire, par son genre, sa classe sociale, sa couleur de peau, sa filiation, et parfois tout cela cumulé, même souvent tout cela cumulé, doit avoir une parole coupée, pour ne pas menacer le crédit de la parole majoritaire, celle du mâle blanc âgé. L'interruption, donc le maintien sous silence, interrompre c'est maintenir sous silence. L'interruption est une pratique qui prévient contre la menace que représente l'esprit de celui ou celle qui doit rester à sa place sociale. C'est une pratique donc observable dans la plupart des groupes, à moins qu'il n'ait le projet courageux de fonctionner de façon tout à fait horizontale, y compris dans les groupes mixtes. Dans les groupes se reproduisent des classifications, des hiérarchisations qui se traduisent par un registre de paroles autorisées ou refusées. La souffrance induite par cette norme dépasse, et voilà, on a souvent minoré justement cette souffrance, mais en fait elle dépasse la frustration de ne pas parler autant que les interlocuteurs. Il ne s'agit pas tant d'une question de temps de parole. Cette frustration n'est pas non plus seulement celle de ne pas pouvoir proférer vocalement la phrase qu'on avait en tête, bien que ça soit déjà une frustration. Mais plus précisément ou plus profondément, c'est une douleur qui s'enracine dans l'expérience pénible et même aliénante d'être exclu de l'espace de la pensée que l'on réserve à l'autorité patriarcale, donc d'être exclu de l'espace où on pense ensemble, entre alter-ego, et donc en se reconnaissant comme sujet pensant, si on veut, comme sujet tout court. Donc c'est la douleur d'être exclu des espaces où l'on déploie les idées, alors que précisément, plus on est dans ces espaces-là, plus on peut déployer nos idées, mieux on pense individuellement et collectivement. Donc cette expérience nous fait savoir de façon immédiate, c'est un sentiment d'injustice originaire pour la plupart des femmes, cette expérience nous fait savoir de façon immédiate que maltraiter une parole, c'est toujours mépriser un humain. Donc ça n'est pas une simple impolitesse. Et que, à l'inverse, mépriser un humain, c'est toujours refuser sa parole. Aussi normal ou anodin cela puisse paraître dans nos sociétés. Alors vous vous demandez sans doute, que faire ? Que faire pour se libérer de ce déni ordinaire de la parole empêchée ? Comment surmonter cette impuissance ? Je vois au moins 3 pistes stratégiques qui sont déjà pratiquées. Donc en fait, je vais les mentionner en insistant un peu sur la dernière. Bien sûr, aucune n'est parfaite, ni salutaire, tant qu'on n'a pas su adopter de nouvelles normes collectivement, donc des normes qui ne seraient pas patriarcales, qui respecteraient les vies, les pensées et les paroles de chacune et chacun. Mais en attendant cette société-là, il faut explorer des manières créatives de transgresser. Et j'en note donc déjà 3. La première est collective et elle est déjà appliquée dans certains groupes. Elle mise sur la solidarité des femmes et de leurs alliés féministes pour créer ce qu'on appelle l'amplification. La pratique a été rendue célèbre par un article du Washington Post qui décrivait la stratégie mise en place par les conseillères du président Obama pour faire face au interrupting permanent dans leurs réunions.
Lorsqu'une femme commence une phrase et est interrompue ou ignorée, ce qui était donc la pratique ordinaire des réunions du cabinet d'Obama, une autre femme reprend plus tard la parole pour rappeler l'idée qui avait été incomplètement formulée par la première. Soit incomplètement formulée, soit formulée mais inaudible. Et ainsi de suite. Alors j'ai lu la même chose c'est des pratiques qu'on a aussi dans certains colloques, dans d'autres groupes, dans d'autres situations où la parole masculine prend le monopole. En réalité, dès qu'on se met à valoriser donc une parole minoritaire, dès qu'on lui fait écho, ce qui suppose donc le choix d'une solidarité, c'est toujours efficace. Seulement, il faut être plusieurs et puis il faut s'accorder à être solidaire. Il y a ensuite des outils pour encourager la prise de parole, comme le bâton de parole, mais c'est difficile à pratiquer constamment et le bâton de parole ne garantit pas l'écoute attentive des minorités dans des groupes mixtes. La seconde stratégie, largement utilisée par les femmes, consiste à créer des espaces où pas que par les femmes, d'ailleurs, vous allez comprendre. C'est une stratégie qui consiste à créer des espaces où l'on peut pratiquer une parole sans être interrompu. Alors, évidemment, l'une des formes les plus fréquentes, c'est l'écriture, sous forme de journal, de correspondance, de fiction, d'essai, ou même aujourd'hui de mails, de messages, etc. Car ce n'est pas seulement pour interagir qu'on a besoin de parler. Parler, c'est ouvrir un espace-temps pour penser, pour faire bouger ses idées, surmonter des difficultés, avancer. Et tout comme on a besoin de bouger son corps, de s'étirer, de déployer ses membres, on a besoin de laisser aller le mouvement de ses idées modestement mais librement. Et cela requiert la matière des mots. C'est en taillant dans les mots, dans leur résistance à dire exactement ce qu'on vit singulièrement, justement, qu'on éprouve le besoin de continuer à penser, à affiner nos idées, en retaillant nos formules. Et il y a un vrai plaisir à cela, et donc c'est fondamental de le prendre au sérieux. Donc de créer des espaces, des interstices où on peut le faire. Ça peut être l'écriture, mais ça peut être par exemple le podcast qui participe aussi de cette stratégie pour parler sans être interrompu dans des domaines où justement la parole des femmes n'est pas attendue et où la parole masculine occupe le terrain de manière exclusive. Enfin, la stratégie qui n'est pas nécessairement consciente, mais qui, à mon avis, est la condition sine qua non d'une parole libre, donc d'une pensée libre, et c'est ce que je vous annonçais au début de cet épisode, c'est l'insolence. Alors pourquoi l'insolence ? Justement, en s'appuyant sur d'autres formes de dissymétrie, comme celles que j'ai mentionnées, dans les rapports d'autorité, on peut comprendre en quoi l'insolence a quelque chose d'émancipateur. Lorsqu'il est justement représenté à un jeune ou une jeune d'être insolente ou insolent, ce qu'on ne reproche pas à un bébé, on lui reproche en fait de ne pas effacer son indépendance d'esprit, au profit d'un respect docile pour l'autorité de l'adulte, enseignant, parent, peu importe. On ne lui reproche pas d'énoncer quelque chose de faux, ce n'est pas l'insolence, ça. On ne lui reproche pas de se tromper. On ne lui reproche pas non plus d'être violent. On lui reproche d'oser manifester une parole et une idée qu'il n'est pas censé avoir. On lui reproche de prendre un rôle qui menace le bon maintien des rapports de pouvoir. De la même façon, si dans un groupe donné et sur des sujets qui témoignent d'un libre effort pour penser, la parole d'une femme est interrompue, ce n'est pas qu'on suspecte sa parole d'être fausse ou violente. Justement, dans la situation dont on est parti, c'est pas de ça du tout dont il est question. C'est qu'on redoute qu'elle soit pertinente. Alors, on le redoute pas forcément consciemment, c'est un réflexe, c'est une pratique qui est là pour préserver un rapport d'autorité. Alors, qu'est-ce que l'insolence ici ? L'insolence, c'est de le savoir et d'en jouer de façon créative. De ne plus jouer le jeu attendu des femmes, le jeu de la parole qui simule l'effacement, qui peut même faire semblant de ne pas le voir, de ne pas le savoir,
et qui le simule aussi par peur de s'énerver et de passer pour hystérique, puisque là, encore une fois, c'est la parole féminine qui se fait entendre et qui fait entendre un désaccord est cataloguée comme la parole hystérique. Bon. Ce qui est un moyen de la rendre inaudible. L'insolence, ici, dans ce cas-là, ce sera la colère surmontée par une indocilité créatrice, c'est-à-dire pas par un effacement, évidemment, par une indocilité créatrice, c'est-à-dire il s'agit par exemple d'oser parler pour dire quelque chose qu'on est en train de penser, oser être insolente, puisque parler, c'est être insolente sur les sujets sur lesquels nous ne sommes pas attendus. Oser reprendre sa phrase, oser y revenir quand on a été coupé, s'en amuser, non pour l'accepter, mais pour dire ce non-dit qui impose ordinairement le mutisme. C'est-à-dire comme on fait comme si l'interruption était anodine, on continue de préserver cette possibilité d'interrompre une femme. Si par contre on dit ce non-dit qui impose le mutisme, eh bien on fait preuve forcément d'insolence, mais au moins on commence par ouvrir les yeux sur la situation, sur les interruptions, et y compris sur ces interruptions que l'on s'inflige soi-même, puisqu'on commence aussi des phrases en s'interrompant parce qu'on sait, on a intériorisé le regard dominant qui va justement arriver pour corriger ou effacer ce qu'on a dit. Alors dans le prochain épisode, j'approfondirai ce dernier point en vous présentant un texte de Virginia Woolf qui peut être, à mon avis, très utile pour surmonter cette autocensure grâce à l'insolence. C'est un texte que je trouve magnifique et qui a pour titre, qui est moins connu qu'une chambre à soi, et qui a pour titre « Des professions pour les femmes ». D'ici là, je vous invite à exercer votre attention et à voir ce qu'il se passe lorsque, plus encore que d'habitude, vous valorisez l'insolence des autres, même par rapport à vous. À voir ce qu'il se passe lorsque vous vous focalisez sur le plaisir qu'il y a à créer cette parole qu'on ne veut pas que vous terminiez. Car il y a des chances qu'on ne puisse pas changer le monde si on ne s'obstine pas à achever nos phrases d'une façon ou d'une autre et à encourager les autres à terminer les leurs. Donc de ce pouvoir de terminer les phrases, de l'avenir, du soin qu'on donne à ce pouvoir, dépend le monde qu'on construit. Si, comme l'auditrice qui a partagé sa question et qui a permis cet épisode, vous voulez rejoindre le club de Simone, si vous voulez donc recevoir aussi le texte de cet épisode, accéder à tous les articles du site, recevoir ma newsletter chaque mercredi, participer au live qui a lieu à la fin de chaque mois où je réponds à vos questions, et si vous voulez soutenir le travail de production et de recherche de Simone et les philosophes, il suffit de vous rendre sur simoneetlesphilosophes.fr, de cliquer sur le club de Simone et de vous abonner en 2 minutes. Vous recevrez immédiatement des nuées d'ondes de gratitude sur vous parce que c'est grâce à vous que ce podcast peut exister. Par ailleurs, si cet épisode vous a plu, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles sur la plateforme audio que vous utilisez. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus rapidement. Le générique que vous entendez est le morceau magnifique Georgian Mood de Masha Garibian. Et cet épisode a été masterisé par Geoffroy Montel. Je vous remercie tous deux de contribuer précieusement à la qualité de ce podcast. Je vous retrouve mercredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.